Bonjour à tous, je vois que vous êtes déjà plusieurs à être arrivés. Merci d'être là pour ce troisième web café qui aura aujourd'hui pour sujet les nouveautés de 2024. On va vous parler de ce qu'on vient de mettre en place au niveau de l'association, des élections qui ont eu lieu en juin et on va faire une petite FAQ comme ça a été annoncé sur LinkedIn. Alors aujourd'hui, je suis avec Yves et Lionel. Je vois qu'il y a un petit bug au niveau de Teams, pardon, je corrige ça tout de suite. Voilà. Yves et Lionel, que je vais laisser se présenter. Allez, vous pouvez y aller les gars. À toi l'honneur, Yves. Ah bon, je pensais qu'on le faisait par ordre alphabétique. Bonjour à tous, donc mon nom est Yves Sanson. Je m'occupe de validation informatique et de conformité des systèmes depuis 35 ans maintenant dans l'industrie pharmaceutique. Et je travaille pour l'entreprise Kéréon qui est basée à Bâle. Et je suis depuis plus de 20 ans engagé dans ISPE France, ISPE International et GAMP. Et donc Lionel Lafontaine, donc je suis consultant expert en validation des systèmes d'information chez SPC où je suis le responsable en fait de la cellule validation. J'ai rejoint l'ISPE depuis l'année dernière et cette année j'ai été élu en tant que membre du comité administratif. Et je suis beaucoup plus jeune qu'Yves puisque j'ai à peu près 15 ans en fait de métier dans la validation. Et moi de mon côté, Quentin Oyo. Je suis administrateur de l'ISPE, membre du steering committee de GAMP francophone, et je suis expert CSV Data Integrity chez Explo Switzerland. Je suis en train de regarder un petit peu les différents réseaux. Je vois que sur LinkedIn, apparemment on a 3 personnes, on en a au moins une sur YouTube. Et l'autre réseau, c'est un peu plus confidentiel pour le moment. Je vais y revenir un peu plus tard. Bon, on va attaquer parce qu'on a 2-3 choses à vous raconter quand même. Alors, pour ce webcafé numéro 3, comme d'habitude, on va commencer par discuter des événements à venir. Donc vous aurez en septembre le webcafé GAMP numéro 3. On discutera de cybersécurité avec Philippe Langlais. Dans la lignée, vous aurez le webinaire numéro 2 sur intelligence artificielle qui traitera de la réglementation. On est actuellement en train de le préparer. Les 19 et 20 septembre, à Aramon, à côté d'Avignon, vous aurez la conférence Éco-responsabilité. Nous serons accueillis par Sanofi pour l'occasion. Les inscriptions sont ouvertes, elles sont limitées et on les fermera le 30 août. Donc n'hésitez pas à prendre vos places le plus rapidement possible. Et nous finirons l'année le 14 novembre à Mulhouse avec la conférence sur l'intelligence artificielle. Là, le programme est en cours de finalisation, vous devriez bientôt le recevoir. Concernant la conférence éco-responsabilité dont je parlais à l'instant, je vous ai mis ici le planning de la journée. On commencera le matin à 8h30. On aura un accueil de la part de Sanofi Aramon et une présentation de ISPE France. Nous commencerons par le contexte réglementaire autour de l'éco-responsabilité, puis la présentation de différentes stratégies d'éco-responsabilité de la part des laboratoires pharmaceutiques qui seront présents ce jour. À 11h45, on aura une présentation de la Cleantech Valley juste avant le repas. À 14h, on fera des présentations de réalisation éco-responsable par les différents laboratoires pharmaceutiques du jour. Ensuite, nous aurons l'intégration des objectifs RSE pour un projet éco-responsable. Et nous finirons la journée par les jumeaux numériques au service de l'éco-responsabilité, ce qui n'est pas sans rappeler la thématique un peu intelligence artificielle de l'année, puisque les jumeaux numériques, c'est une fonctionnalité à base d'intelligence artificielle. Enfin, le 20 septembre au matin, nous ferons la visite de site de Sanofi Aramon. Maintenant, on voulait faire un point avec vous sur les réseaux sociaux parce qu'on a des nouvelles choses à vous présenter. Et on s'est dit que ce serait l'occasion aussi de faire un petit rappel sur ce qui existe déjà. Tout d'abord, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on est en multistream. Qu'est-ce que ça veut dire être en multistream? Ça veut dire que vous pouvez nous retrouver sur plusieurs plateformes. Et donc là, en l'occurrence, vous pouvez nous trouver sur Twitch, sur YouTube, sur LinkedIn, et il y a un dernier réseau qu'on est en train de préparer, ça viendra prochainement, on vous fera la surprise. Pourquoi avoir fait du multistream?
Par exemple, les plus jeunes d'entre nous utilisent plutôt Twitch que YouTube et ils n'ont pas toujours un compte Google qu'ils peuvent utiliser pour suivre des streams et pouvoir poser des questions. C'est pour ça qu'on a ouvert Twitch. Et pourquoi LinkedIn? On s'est rendu compte que certains avaient des pare-feux entreprises qui sont assez forts et qui bloquaient YouTube. Avec l'ouverture de LinkedIn, l'avantage c'est que même si vous avez des pare-feux entreprises un peu forts, normalement LinkedIn il est bien présent. Donc vous pourrez nous suivre par ce moyen-là aussi. Et bien évidemment, on garde YouTube qui nous permet de mettre derrière les replays sur la page. Un petit rappel sur les adresses courriel disponibles pour contacter l'association. Vous avez une adresse générique qui est info@ispe-gamp.fr. Vous avez l'adresse président qui est président@ispe-gamp.fr. Pour les appels à conférence ISPE, vous pouvez utiliser l'adresse ispe@ispe-gamp.fr. La même chose pour les conférences GAMP, gamp@ispe-gamp.fr. Et enfin, pour tout ce qui concerne l'administration, vous pouvez nous joindre à admin@ispe-gamp.fr. On a pas mal de gens qui nous disent qu'ils ont un peu de mal à nous trouver sur le site de ISPE International. Du coup, je vous ai mis une petite vidéo pour pouvoir nous retrouver si vous n'avez plus vos favoris. Il vous suffit d'aller dans Membership and Community. Vous allez derrière dans Affiliate and Chapter. Sur cette page, vous déroulez vers le bas et vous allez trouver les différents continents. Là, bien sûr, vous allez dans Europe et France Affiliate. Ça vous permettra d'arriver sur la page de l'affilié français. Et là, vous cliquez sur « À propos de l'affilié français » et vous aurez des informations sur notre association et également le planning de l'année avec des liens vers Evenium, qui est la plateforme que nous utilisons pour les inscriptions. Et sinon, vous pouvez retenir que vous pouvez nous avoir sur ispe.org/France. À partir de maintenant, je vous ai également mis des QR codes sur la présentation YouTube, ce qui fait que vous pourrez juste flasher les différents QR codes et vous trouverez facilement les réseaux sociaux. Nouveauté, on a désormais un téléphone disponible pour l'association. C'est le 06 85 14 79 57. Et ce numéro est disponible sur WhatsApp et WhatsApp Business. N'hésitez surtout pas à l'utiliser de la façon qui vous convient le plus. Dès qu'on est disponible, nous, de notre côté, on vous répondra avec un grand plaisir. Concernant tout ce qui est WhatsApp, justement, on vous rappelle qu'on a également 3 groupes WhatsApp, un pour ISPE France, un pour GAMP francophone et un pour ISPE Emerging Leader. Vous avez également la même chose sur Signal, si vous préférez une messagerie un peu plus sécurisée et qui n'appartient pas à un des GAFAM. Sur Signal, il y a un groupe pour ISPE France et GAMP francophone. Pour tout ce qui est live et vidéo, comme on le disait à l'instant, il y a des nouveautés. C'est l'arrivée de Twitch comme plateforme de live en plus de YouTube. Sur YouTube, pour nous retrouver, c'est @ispe-france et sur Twitch, c'est twitch.tv/ispe-france. Notre page principale sur les réseaux, c'est celle de LinkedIn. Donc là, vous avez la page ISPE France que vous pouvez suivre. Vous la trouverez sur linkedin.com/compagnie, avec un Y à compagnie, c'est en anglais, /ISPE-France. Toujours sur LinkedIn, on vous rappelle que on a créé 3 groupes que vous pouvez utiliser pour nous poser des questions, interagir avec les autres personnes de la communauté. Et donc là, vous avez un groupe pour ISPE France, un groupe pour GAMP francophone et un groupe pour ISPE Emerging Leader. Grosse nouveauté de l'été, c'est que nous sommes désormais présents sur Meta Business. Alors Meta, c'est la maison mère de Facebook, pour ceux qui ne connaîtraient pas le nom. Donc justement, nous avons désormais une page Facebook qui est ISPE France, et bien évidemment, vous pouvez nous contacter via Messenger. Mais il y a aussi une page Instagram qui vient d'arriver. Vous pourrez la trouver à @ISPE France. Alors pourquoi avoir ouvert une page Facebook? Tout simplement parce que certaines personnes n'utilisent pas ou très peu LinkedIn, et donc parfois pour les actualités ISPE France, elles ne sont pas très alertées via ce réseau-là, tandis qu'elles ont une page Facebook et parfois elles pourraient être intéressées de suivre ISPE France par ce moyen-là. De plus, ça donne l'accès à Messenger, comme je le disais à l'instant. Et pourquoi avoir ouvert une page Instagram? Tout simplement parce que
les personnes qui sont en dessous de 35 ans, et donc là ça va plutôt correspondre à nos emerging leaders, utilisent énormément Instagram comme réseau. Autre nouveauté, maintenant on a des podcasts sur Spotify. Et alors quel type de podcast nous avons pour le moment? On a mis les rediffusions des webcafés ISPE France et GAMP francophone, et également les rediffusions de nos webinaires gratuits ISPE et GAMP francophone. Et pour les personnes qui utilisent des dispositifs Apple, on a pensé à vous puisqu'on a mis tout l'équivalent sur Apple Podcast. Vous avez déjà disponible pour les podcasts à ce jour le webcafé ISPE numéro 1 sur la présentation du concept, le webcafé GAMP numéro 1 sur les captures d'écran, et notre premier webinaire sur l'intelligence artificielle qu'on a découpé en 3 parties. Une qui fait l'introduction sur l'intelligence artificielle qui avait été faite par Yves Sanson, une seconde sur les perspectives offertes par l'intelligence artificielle qui là avait été faite par Christophe Girardet, et enfin la dernière partie qui était sur les points d'attention à avoir concernant l'IA que j'avais faite. Alors vous pourriez vous dire, ça fait quand même beaucoup de réseaux, je vais jamais réussir à tout suivre. Je vous rassure tout de suite, le but n'est surtout pas de tout suivre. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est principalement pour qu'on soit présent sur le réseau social que vous utilisez. En fait, c'est pas à vous de venir nous chercher sur tous les réseaux, c'est nous qui sommes venus sur plusieurs réseaux pour être sûr d'être au plus proche de vous et que le réseau social que vous utilisez, on soit dessus. Et que vous n'ayez pas d'effort à faire pour venir nous chercher. Donc en résumé, vous pouvez nous joindre par courriel, téléphone ou via le site internet. Concernant les news, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn, Facebook ou Instagram. C'est pas la peine de suivre sur les 3. Les contenus sont identiques sur les 3 pages. Donc vous ne louperez absolument rien si vous ne suivez qu'une des 3 pages. Concernant les groupes, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn et ou Signal ou WhatsApp. Et pour tout ce qui est messagerie instantanée, vous pouvez nous contacter via LinkedIn, via Signal, via WhatsApp ou par Messenger. C'est comme vous voulez. Concernant les webcafés et les webinaires, ça se passe pour les lives sur LinkedIn ou Twitch ou YouTube. Les replays, eux, sont disponibles dans YouTube. Et les podcasts, c'est sur Spotify et Apple Music. On vous met tous les liens en description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Maintenant, on voulait revenir avec vous sur les élections qui ont eu lieu en juin 2024, et pour ça, je vais laisser la parole à Yves. Ok, donc comme d'habitude, une association, en particulier Association Loi 1901, a un rythme de vie annuel, c'est-à-dire que chaque année, nous avons une élection du conseil d'administration. Le conseil d'administration est élu pour 1 an, donc chaque année, tout le monde remet ses mandats sur la table et ceux qui souhaitent continuer peuvent candidater de nouveau et ceux qui ne souhaitent pas continuer pour diverses raisons, par exemple changement professionnel ou manque de temps, peuvent se retirer à ce moment-là. Et donc, lors de l'Assemblée générale du 20 juin, nous avons tous ces membres-là qui sont listés ici, qui ont été élus. Quand on parle de membres associés, ce sont des membres qui n'ont pas été élus, mais qui sont cooptés comme partenaires. Ils n'ont pas de droit de vote, mais ils sont cooptés comme partenaires dans le cadre du fonctionnement du conseil d'administration. En l'occurrence, Alain Cruzet est un très ancien membre d'ISPE France, puisqu'il est l'un des membres fondateurs il y a 30 ans maintenant. Et il est en retraite. Et puis Georges France, lui, nous a rejoint suite à la conférence du mois de juin, justement, sur les systèmes de gestion de la qualité. Et Georges a travaillé et continue de collaborer avec l'ICH par rapport à Q12. Donc, ICH Q12, c'est le cycle de vie. Et on considère qu'il va pouvoir nous apporter son expertise et une partie de son réseau pour continuer de faire avancer et progresser ISPE France. Pour les autres membres, on a des labos qui sont représentés, donc Guerbet, le LFB, on a Sanofi, on a Novo Nordisk, qui sont donc des laboratoires pharmaceutiques, donc des utilisateurs réglementés. On a des prestataires de services qui sont, par exemple, Cédric qui travaille pour Courbon Actemium, Lionel qui travaille, comme il l'a dit précédemment, pour le groupe SPC,
Ah, dans les labos, j'ai oublié Magali qui travaille pour Aléon, Marik qui travaille pour TEN, donc Technique Energy, Michel Rachas qui travaille pour ProGMP, Philippe qui est un fournisseur de solutions d'Asso Systèmes, de la même manière que Brita qui travaille pour Gene Data à Bâle est aussi une fournisseuse de solutions. Puis toujours dans les prestataires de services, on retrouve Philippe Robin qui travaille pour un ingénieriste qui s'appelle Inevo, Véronique Manigo qui travaille pour Equiom, Quentin qui travaille pour Expleo, moi-même qui travaille pour Kereon. Et puis on a quelques anciens membres qui sont toujours actifs et dynamiques et qui sont retraités aujourd'hui, donc Jean-François Dullière et Jean-Pierre Jacquemier, qui sont aussi des anciens présidents d'ISPE France. Et puis dans les étudiants et dans les jeunes professionnels, on a en particulier Manon Delaporte, qui est étudiante à la fac de Bordeaux. Et dans les jeunes professionnels, Amina et Kenza. Kenza travaille pour Technip Énergie avec Marie et Amina travaille chez Gerbet. J'espère n'avoir oublié personne. Donc voilà un petit peu la palette des membres du CA. On aura l'occasion, le cas échéant, de vous présenter les gens un peu plus dans le détail par rapport à leur profil professionnel et leur domaine de compétences. Au niveau du bureau, donc après l'Assemblée générale et l'élection du conseil d'administration, le conseil d'administration a élu un nouveau bureau. Donc Philippe Langrée a repris du service comme président de l'association pour sa 3e année. Maintenant, il a été rejoint comme vice-présidente et vice-président par Magali et Quentin. Au niveau secrétariat, j'avais déjà fait le secrétariat, j'ai repris du service au niveau secrétariat avec 2 secrétaires adjoints qui sont Jérôme et Pierre. Et au niveau trésorier adjoint, il y a eu une inversion des rôles. Philippe Robin était auparavant trésorier, il est devenu trésorier adjoint. Et Marie, qui était trésorière adjointe, est devenue trésorier, tout moi trésorière. Emerging Leader et étudiant. Fait qu'Emerging Leader, autrefois dans l'ISPE, ça s'appelait les jeunes professionnels, Young Professionals. Et puis il y a quelques années en arrière, ils ont changé d'appellation et aujourd'hui ça s'appelle Emerging Leader. Donc ce sont des gens qui ont terminé leurs études et sont depuis peu d'années, en gros 5 à 6 ans dans l'industrie. Donc c'est encore des jeunes. C'est pour faire entre autres le lien avec le monde étudiant. Et de l'autre côté, c'est pour aussi, de la part de l'ISPE, essayer ces jeunes professionnels motivés d'augmenter assez rapidement leur réseau, leur visibilité, pour qu'ils puissent par la suite faire un peu plus carrière. Donc, les co-responsables du groupe Emerging Leaders sont Amina et Kenza. Et maintenant, on a Manon qui a été élue au conseil d'administration en tant que représentante des étudiantes et qui s'occupe plus particulièrement donc, de la liaison avec les étudiants. Fait que ce n'est pas forcément que des étudiants qui sont en fac de pharmacie, même si pour l'instant, c'est beaucoup de pharmaciens étudiants que nous avons. Ça peut être aussi des élèves ingénieurs, ça pourrait être aussi des masters dans différentes branches qui ont envie ou qui s'intéressent à l'industrie pharmaceutique, ou aux dispositifs médicaux, le cas échéant. Donc, n'hésitez pas à faire de la pub dans votre entourage. Si vous avez des jeunes professionnels et des étudiants, engagez-les à contacter l'une ou l'autre pour devenir un peu plus actifs sur l'ISPE et en profiter aussi. Impeccable, merci Yves. Et puis du coup, nous voulons arriver à notre FAQ. Je vais laisser Lionel et Yves s'en occuper. Merci Quentin. Donc, je vais prendre du service du coup. Donc, on va faire une session de questions et de réponses. Et j'aurai l'honneur donc de poser des questions à Yves et de rebondir le cas échéant s'il y a besoin pour animer un petit peu tout ça. Nous avons une première question donc qui nous vient de Nathalie Bricard sur l'ISPE France. Elle souhaiterait savoir quel est le rôle de notre association et de son conseil d'administration. Fait que le rôle de l'ISPE, donc ISPE, c'est International Society for Pharmaceutical Engineering. Donc c'est une société internationale d'ingénierie pharmaceutique. Et si je remets l'intitulé de l'association en avant, c'est parce que nous sommes au départ des gens qui faisons de l'ingénierie pharmaceutique. Ça peut être de l'ingénierie de procédés, ça peut être de l'ingénierie des systèmes automatisés, ça peut être aussi de tout ce qui va autour des process, y compris supply chain. Et l'idée de l'ISPE, qui a été créée en 1980, c'était d'être une plateforme de réseautage. Ça, c'était la première idée.
Et quand je vous parle d'Alain Cruzet, qui a été l'un des cofondateurs d'ISPE France il y a un peu plus de 30 ans en arrière, c'était en 91, Alain était déjà membre d'ISPE International et c'est parce qu'il était membre d'ISPE International qu'il s'est dit, ben tiens, ce serait bien qu'aussi en Europe, on ait des affiliés. Et c'est comme ça que ISPE France, ISPE DAR, donc pour la zone germanophone, et puis tous les autres ISPE qui sont arrivés par la suite, nordiques pour la partie Scandinavie et Finlande, et ainsi de suite, se sont développés. Le rôle de l'ISPE, ça a été, indépendamment de ces aspects de réseautage, de faire un lien entre différents partenaires dans l'industrie pharmaceutique. Les laboratoires d'un côté, donc c'est ceux qu'on appelle les praticiens, qui sont dans l'industrie et qui doivent de près ou de loin faire des médicaments, les fournisseurs et les équipementiers, et les prestataires de services de l'industrie pharmaceutique, parce que ils arrivent en étant prestataires ou équipementiers ou fournisseurs pour un environnement réglementé, donc il faut qu'ils le comprennent. Et puis on a aussi évidemment des régulateurs qui se sont dit c'est une bonne idée, on voudrait bien faire partie du voyage, et des universitaires. Et aujourd'hui, on a un mélange des membres entre membres issus des labos, consultants, fournisseurs, prestataires, équipementiers, régulateur et universitaire qui est relativement intéressant parce que ça nous permet d'aborder différents problèmes sous différents angles. Un des résultats des réflexions de l'ISPE, ça a été d'élaborer des guides, fait qu'on va avoir l'occasion d'y revenir un peu plus tard dans d'autres questions, je pense. Ce soit les baseline guides de l'ISPE, que ce soit les good practice guides de l'ISPE ou que ce soit les guides GAMP, les guides des bonnes pratiques ou le guide GAMP en lui-même ou le guide d'intégrité des données. Je veux dire, c'est un effet secondaire des discussions qui peuvent avoir lieu au sein de l'association. Et puis, l'ISPE est devenu grand puisqu'aujourd'hui, on est 21 000 membres, même plus que 21 000 membres sur 120 pays. Et du coup, l'ISPE a une visibilité et est devenu de facto un des partenaires. On n'est pas le seul. Il y a évidemment PDA de l'autre côté, puis d'autres associations, d'autres organismes. Mais nous sommes un des partenaires des régulateurs quand ils ont envie d'échanger des idées avec nous. Un point important, l'adhésion à l'ISPE est toujours individuelle. Ce n'est pas des adhésions d'entreprise. Merci Yves. Donc je pense que la réponse a été assez complète. Nous avons là, c'est pas une question, mais une grande série de questions qui nous est proposée par Pierre. Donc, justement, tu viens d'en parler un petit peu, Yves, c'est l'inscription à l'ISPE est-elle payante? Et à quels avantages puis-je m'attendre en rejoignant l'ISPE? Oui, l'inscription est payante et donne beaucoup d'avantages. Le premier avantage, c'est avoir des prix réduits sur les publications, c'est-à-dire que la différence de prix entre le prix de la publication pour les non-membres et le prix pour les membres correspond en gros à 1 an d'adhésion. Donc, si vous avez besoin d'acheter 2 guides, c'est déjà rentable de devenir membre de l'ISPE pour 1 an et on espère pour beaucoup plus qu'1 an et que vous restiez avec nous par la suite. L'autre avantage qu'on a, c'est des prix réduits sur les conférences, que ce soit les conférences internationales, donc organisées aux États-Unis, en Europe ou en Asie, et pour les conférences locales, c'est-à-dire que si vous regardez la tarification des événements d'ISPE France, vous verrez toujours qu'il y a plusieurs offres de prix, non-membres en présentiel, membres en présentiel, non-membres à distance, quand on est dans des formats hybrides, membres à distance, et puis, le cas échéant, des tarifs étudiants et des tarifs emerging leaders. Donc oui, ça vous donne des avantages. Un autre avantage, c'est de recevoir 6 fois dans l'année Pharmaceutical Engineering, donc c'est le magazine de l'ISPE qui fait en gros une centaine de pages, qui est publié tous les 2 mois avec beaucoup d'articles de fond et d'articles techniques. Ce n'est pas simplement un ramassis de pubs, ce sont d'abord des publications techniques. Et les publications qui arrivent dans Pharmaceutical Engineering sont passées par des comités de lecture et ainsi de suite. Donc, il y a quand même une qualité qui est proposée au niveau des articles.
Et puis, vous avez évidemment accès au site de l'ISPE, au forum de discussion sur le site de l'ISPE. Là, Quentin vous a parlé tout à l'heure de tout ce qu'on vous offre en dehors du site ispe.org, mais les communautés de pratique de l'ISPE ont des forums de discussion, mais qui sont réservés évidemment en accès aux membres. Donc voilà à peu près tout ce que vous offre l'adhésion à l'ISPE. Merci Yves. Toujours des questions qui viennent de Pierre, donc plus dans les secteurs pharmaceutiques cette fois-ci, pour savoir si nous avons des activités qui font le lien, entre le secteur pharmaceutique et leurs fournisseurs et prestataires. Et sous-jacent à ça, est-ce qu'on réalise des événements dans les entreprises pharmaceutiques ou leurs sous-traitants? Pour rebondir tout de suite sur la deuxième partie de la question, nous serons chez Sanofi là, au mois Mm. de septembre, donc on est sur site. C'est vrai qu'en France aujourd'hui, on souffre un petit peu d'un manque de sites, de production pharmaceutique qui pourraient nous accueillir ou qui auraient envie d'accueillir. Beaucoup de CDMO ont des contraintes budgétaires et de temps qui font que les personnels ne sont pas forcément disponibles, donc ça peut être un peu difficile. C'est vrai que nos collègues d'ISPE d'art ont un peu plus de chance là-dessus parce qu'il y a beaucoup plus de labos qui acceptent d'accueillir les événements. Par exemple, il y a très régulièrement des événements qui ont lieu chez Boehringer ou chez Bayer ou d'autres fournisseurs ou d'autres laboratoires pharmaceutiques. En France, on a un peu plus de mal là-dessus, mais on y travaille. Pour faire le lien entre clients et fournisseurs ou clients et prestataires, ce que je vous disais tout à l'heure sur l'intitulé de l'ISPE, qui est une société d'ingénierie pharmaceutique, ce n'est pas exclusif. Dire ingénierie pharmaceutique, c'est aussi bien le client que le fournisseur ou le prestataire. C'est pour ça qu'un certain nombre de fournisseurs de solutions, d'équipementiers, je pense par exemple à Merck Life Science, je pense à Körber Pharma, je pense à des fabricants, des fournisseurs d'équipements analytiques, à des fournisseurs d'équipements de production. Tous ceux-là sont partie prenante dans les activités de l'ISPE et travaillent aussi, par exemple, à l'écriture des guides. Quand on a travaillé sur les problèmes d'eau purifiée par rapport à la révision de l'annexe 1, on a eu aussi bien des ingénieristes spécialistes dans la conception de systèmes d'eau purifiée que des gens côté pharma qui ont travaillé sur le sujet. Merci. Nous restons encore avec Pierre pour une dernière série de questions. Donc, est-ce que nous avons un programme spécial pour les jeunes et les alternants? Et avez-vous des programmes de vulgarisation afin d'intéresser et d'intégrer les jeunes dans vos activités? Mais qu'il y a plusieurs choses qui se passent. Donc, d'une part, la première réponse, c'est oui, emerging leader et étudiants. Ça devrait être le premier point d'entrée pour la génération montante quand ils s'intéressent aux activités de l'ingénierie pharmaceutique et de l'ISPE. La deuxième chose, c'est que nous sommes un certain nombre de membres du CA et du Steering Committee de GAMP francophone à intervenir dans les universités. Fait que ça peut être des interventions ponctuelles. Je pense par exemple à des interventions à la fac de Bordeaux ou à la fac de Lyon, à l'IPIL, l'Institut de pharmacie industrielle de Lyon. Ça peut être des cours où la personne est en charge d'un module de cours dans un master, par exemple. Je pense à Jean-François qui fait ça sur la fac de pharma qui est installée sous le plateau de Saclay, anciennement Châtenay-Malabry. Il y a Michel qui l'a fait, maintenant remplacé par Christophe à la fac de Dijon. Moi, personnellement, j'enseigne depuis plus de 20 ans dans un master qui est raccroché à une école d'ingénieurs, donc pour des automaticiens. Et on est un certain nombre donc à intervenir régulièrement ou ponctuellement dans des universités, dans des facs ou dans des écoles d'ingénieurs. Donc là aussi, Manon, par exemple, rejoint l'ISPE parce qu'elle a eu Jean-François qui est venu régulièrement intervenir à la fac de Bordeaux, par exemple. Donc le bouche à oreille fonctionne. Nous quittons Pierre pour rejoindre Thaï, qui souhaite en fait savoir le prix de nos événements. Donc, je pense tous les événements confondus. Ça rejoint, bon, on repose la question, c'est est-ce que être membre de l'association confère des avantages? Donc ça, on a déjà répondu, donc c'est oui, effectivement, notamment sur le prix et sur le fait de s'ouvrir au monde de la pharmaceutique et puis d'ouvrir justement d'autres perspectives sur d'autres façons de voir les choses. Et une question qui est intéressante, c'est de savoir si l'ISPE est-elle reconnue comme une autorité et s'il existe aussi une branche suisse de l'ISPE. D'accord.
Donc, pour le prix, il suffit de regarder sur les formulaires d'inscription aux événements. On essaie d'avoir des prix qui sont relativement stables pour les événements en France, mais il peut y avoir un peu des variations en fonction des coûts d'organisation qu'on a. Il faut savoir que le prix d'un événement pour ISPE France, ça couvre toute l'intendance, y compris restauration, café d'accueil, pause midi et location de la salle si on n'est pas hébergé gratuitement. Donc, on n'a pas beaucoup d'improvisation et beaucoup de latitude sur les prix. On essaie juste de ne pas perdre d'argent. Donc, il faut le voir événement par événement. L'ISPE est-elle reconnue comme une autorité? Non, ce n'est pas une autorité. Les autorités, ce sont des organismes d'État. C'est la NSM en France, c'est la FDA aux États-Unis, c'est la MHRA en Grande-Bretagne, et ainsi de suite. C'est l'Anvisa au Brésil. Donc, nous ne sommes pas une autorité réglementaire. En revanche, nous sommes un partenaire des autorités réglementaires. C'est-à-dire que, en particulier au niveau européen, l'EMA, donc l'Agence européenne du médicament, donne de plus en plus en consultation des documents, des ébauches de documents. Avant, c'était ouvert à tout le monde, entre guillemets, et maintenant, l'EMA essaye de cibler un peu plus, de fédérer un peu plus les commentaires. Donc, il y a des organismes reconnus. Fait que dans les organismes reconnus, on va trouver évidemment ISPE GAMP, on va trouver PDA, on va trouver European Compliance Academy, et puis on va retrouver, suivant les sujets, quelques autres organisations qui sont internationalement reconnues. Fait que c'est sûr que si vous étiez dans une petite association en France, ou même une association plus grande, mais typiquement France ou typiquement belge, eh ben, l'EMA n'aurait pas forcément entendu parler de vous, ou vous ne considérerez pas comme un interlocuteur. L'ISPE, par rapport à son envergure internationale et européenne, fait partie de ces organisations reconnues comme interlocuteurs valables et fiables. Quant à la Suisse, ben, vous savez tous que la Suisse a 4 langues nationales plus l'anglais. La Suisse, d'un point de vue organisationnel, a été raccrochée au départ à DAR, c'est le CH de DAR. DAR, c'est Deutschland, Austria, Schweiz, Suisse. Et ben, les Suisses allemands, évidemment, participent volontiers aux événements germanophones. Et les Suisses romands, en général, et c'est pour ça qu'on communique aussi beaucoup avec eux, participent plutôt aux événements francophones. Et puis après ça, il y a quelques hybrides dans l'organisation, c'est-à-dire que je vous parlais de Britta tout à l'heure qui travaille à Bâle. Elle est allemande, mais elle parle couramment français, et elle est membre d'ISPE France. Il y a Christophe qui est français, mais qui est membre actif du groupe Intelligence artificielle de Gamdar. Et puis il y a moi qui suis aussi bilingue, voire trilingue, et qui fait partie du comité d'organisation, du comité de programme depuis plusieurs années de la conférence annuelle de Gamdar. Donc c'est une conférence qui a lieu en allemand chaque année début décembre à Mannheim. Et oui, voilà, on a des échanges comme ça entre les affiliés. On n'est pas sectaire. Donc pour les Suisses, c'est comme pour les Wallons en Belgique. Ils sont aussi informés de ce qui se passe sur ISPE France et s'ils le veulent, ils sont toujours les bienvenus pour participer à nos événements. Merci Yves. Nous passons la parole, si je puis dire, à Anthony, qui lui aussi a une série de questions pour savoir comment est-ce qu'on interagit avec les entreprises. Est-ce que tout passe par les webcafés? On a vu tout à l'heure que non, effectivement. Je pense que ça passe par beaucoup de choses. Et on va déjà répondre par ces deux-là. D'accord. L'interaction avec les entreprises, c'est d'abord motiver les gens pour participer à nos événements, que ce soit par le biais d'une présentation lors d'une conférence particulière ou d'une table ronde, quand je pense aux événements de Gamp francophone, par exemple, que ce soit parvenir au CA ou ce soit aussi, évidemment, à proposer des présentations pour des événements internationaux. On a eu cette année à Lisbonne, pendant une petite semaine, la conférence annuelle Europe, au mois d'avril. Il y avait des gens du monde entier qui venaient présenter. Il n'y avait pas que quelques personnes, quelques des happy few. Il y avait des gens qui venaient aussi bien d'Asie, des États-Unis ou d'Europe pour présenter. Donc là, vous avez toujours la possibilité, si vous avez quelque chose à dire sur un sujet particulier, de faire des propositions de présentation et le cas échéant,
Si ça correspond en termes d'homogénéité avec le reste du programme, eh ben, on vous dira très volontiers oui pour participer. Et puis, bah, après ça, oui, il y a le travail au quotidien, que ce soit au sein de GAMP francophone, du Steering Committee, que ce soit au niveau du CA d'ISPE France, ou que ce soit des aides additionnelles pour organiser un événement ou pour travailler sur un sujet particulier. Donc, il n'y a pas que les webcafés, bien heureusement. Anthony souhaite aussi savoir si nous sommes proactifs en contactant directement les entreprises. ISPE, de manière générale, ISPE France en particulier, n'est pas une entreprise de marketing. Nous n'avons pas un call center pour démarcher les entreprises. Premièrement, parce que ce ne serait pas forcément apprécié par l'industrie. Et deuxièmement, parce que, en toute humilité, je pense qu'on est suffisamment connu pour que si des entreprises ont besoin d'avoir contact avec nous, que ce soit des fabricants d'équipements, des prestataires de services ou des laboratoires pharmaceutiques, ils savent où nous trouver, directement ou indirectement. Ça m'est arrivé, par exemple, par le biais de collègues GAMP à travers le monde, de répondre à des questions posées en Asie ou en Californie pour un sujet très pointu sur un problème de réglementation européenne, où le collègue en question avait dit ben, moi, je ne peux pas te répondre, mais a priori, Yves devrait savoir, et donc il m'a envoyé la chose. Donc, ce n'est pas nous qui allons démarcher les entreprises, ce sont les entreprises qui viennent nous voir. Si vous travaillez dans une entreprise, vous avez le sentiment que vous pourriez profiter un petit peu plus des activités d'ISPE, ben, n'hésitez pas à en parler avec votre management et à venir nous rejoindre. Du coup, la dernière question en fait d'Anthony qui rejoint ce que tu viens de dire, c'est s'il y a un contact par une entreprise, est-ce qu'on vous aide à faire le lien? Je pense Évidemment. qu'effectivement, justement, c'est un petit peu le but de l'ISPE, c'est de faire le lien entre tous les acteurs finalement qui sont liés à la fabrication de médicaments ou de produits médicaux. Nous passons maintenant la main à Julien qui a une question, à savoir quel est le lien entre l'ISPE et le GAMP? Donc c'est ce que tu as plus ou moins déjà signalé tout à l'heure. Eh bien, GAMP a une vie hors de l'ISPE tout au début. GAMP a été une initiative qui a commencé en 1991 en Grande-Bretagne et c'était la réponse à des inspections qui se sont très mal passées, des inspections de la FDA qui se sont très mal passées, qui arrivaient sur les systèmes automatisés alors que personne ne s'attendait à ce qu'un système de contrôle commande soit dans le focus d'une inspection. Donc on parle des années 89, 90, 91. Et c'est ce qu'on a appelé dans l'industrie par la suite les pivotal inspections, les inspections pivots, où il y a eu réellement un point d'inflexion dans la stratégie d'inspection de la FDA avant, donc jusqu'à la fin des années 80, et après, à partir de 89-90. Et donc GAMP, ce qui signifie Good Automated Manufacturing Practice, donc les bonnes pratiques de fabrication automatisée, c'est essentiellement deux responsables qualité très frustrés. L'un chez Glaxo qui s'appelle David Selby, qui est maintenant en retraite, mais qui était responsable AQ chez Glaxo en Grande-Bretagne, et l'autre qui était chez Astra, qui s'appelle toujours Tony Margetts. Et David Selby, Tony Margetts, quelques autres collègues autour, et un inspecteur de la MHRA. À l'époque, la MHRA ne s'appelait pas MHRA, mais MCA, Medicine Control Agency. Tony Trill, ce sont ces gens-là qui ont créé GAMP. Et puis GAMP est resté quelques années essentiellement confidentiel en Grande-Bretagne. Et puis tout d'un coup a commencé à publier des livres GAMP 3. Les deux premières versions de GAMP sont restées très inconnues, mais GAMP 3 a commencé à avoir une certaine visibilité. GAMP 3 a été publié en 98, en mai 98. Et quand GAMP a travaillé sur GAMP 4, au lieu de demander de l'aide à l'ISPE, comme pour GAMP 3 pour publier, à ce moment-là, l'ISPE a dit bah, ce serait bien que vous deveniez directement partie intégrante de l'ISPE. Donc GAMP aujourd'hui est une des communautés de pratique de l'ISPE. Donc voilà comment il y a le lien entre ISPE et GAMP. GAMP est en fait une sous-partie de l'ISPE spécialisée sur tout ce qui est système automatisé et informatisé. Donc, merci à Julien pour cette question qui nous a permis de faire un historique un petit peu de l'ISPE et du GAMP. Très bien raconté par Yves. Merci Yves.
Nathalie nous pose également une question sur savoir si nous participons à l'élaboration des réglementations, des recommandations autres que celles de l'ISPE, et si oui, pour quel pays et quels autres organismes. Comme je le disais précédemment, Mm. l'ISPE et GAMP ne sont pas des organismes réglementaires. Ce sont des associations industrielles. Tout moins, c'est une association industrielle, mais ce n'est pas un organisme réglementaire. Et la réglementation est faite par des organismes réglementaires. Donc l'EMA au niveau européen, avec en dessous les autorités nationales. En revanche, un texte réglementaire ne surgit pas de nulle part, que ce soit un nouveau texte ou que ce soit une révision des textes. Et évidemment qu'il y a des discussions avec l'industrie de la part des régulateurs. Fait que suivant les sujets et suivant les contextes et les moments, les discussions peuvent être plus ou moins faciles. Quand l'annexe 11 a été révisée en 2008, le draft, donc l'ébauche de l'annexe 11, a été commenté de manière relativement énergique par beaucoup de monde dans l'industrie, non seulement en Europe, mais à travers le monde. On parle de quelque chose comme 2500 commentaires qui ont été retournés pour un document qui fait 4 pages. Bon, il y avait le chapitre 4 avec, mais quand même. Et évidemment que l'ISPE et que GAMP et que beaucoup d'autres ont commenté, ont discuté avec les régulateurs. Mais l'ISPE ou GAMP ne sont pas les ghostwriters des agences réglementaires. Les agences réglementaires tiennent à l'originalité des textes qu'ils écrivent et ne les sous-traitent pas à des organismes quelconques, même si ces organismes sont connus, réputés pour leur qualité. Non. On travaille ensemble, mais ce sont toujours les organismes réglementaires qui écrivent. Vous avez probablement entendu dire que différents documents réglementaires sont en révision en ce moment. Il y a l'annexe 11 qui va être de nouveau révisée. Il y a l'annexe 15 qui a été révisée en 2015 qui devrait avoir à nouveau une petite mise à jour. Il y a le chapitre 4. Là-dessus, quand les ébauches des textes seront disponibles, ISPE France, GAMP francophone, et puis ISPE International et nos autres collègues des autres affiliés vont évidemment organiser des sessions de travail pour commenter les documents. Et Lionel est bien placé pour le savoir. Mm. On a eu l'occasion ces dernières années de commenter ensemble un certain nombre de documents, qui étaient la révision de Q9, par exemple, qu'on avait commenté il y a 2 ans, avant que ce soit publié, que ce soit l'ébauche du guide CSA qui a été publié par la FDA, ou bien le concept paper qui devrait présider à la révision de l'annexe 11. Donc là-dessus, on travaille en amont dès qu'on nous en donne la possibilité. Et vous êtes tous les bienvenus pour participer au groupe de travail. Oui, ce n'est pas forcément, on va dire, restreint à un groupe de personnes. Ah non. Effectivement, ça reste très ouvert et au contraire, plus on participe à ce genre de, on va dire, d'esprit critique, hein, pour reprendre Oui. un petit peu les termes, bah, mieux c'est parce qu'en fait, on se crée nous-mêmes nos propres règles, hein, quelque part. Et personnellement, j'ai l'avantage en plus de collaborer aussi avec l'ICA, ce qui nous permet aussi de raccourcir les chemins de discussion, en particulier sur des sujets réglementaires, parce qu'au niveau de l'ICA, on a beaucoup d'inspecteurs allemands qui en font partie. Donc on a aussi une discussion directe, indépendamment de l'EMA, avec les inspecteurs nationaux. Une question très intéressante de Julien qui demande si il va y avoir des guides qui pourront aider les industries pharmaceutiques à l'intégration de l'intelligence artificielle. Oui, on a un groupe de travail qui a commencé chez DAR, qui a été rejoint par une partie US. Le groupe de travail de GAMP sur l'intelligence artificielle au niveau international, il est co-géré par Brandy Stockton côté US et par Martin Heitmann côté Europe. Je mentionnais tout à l'heure Christophe Girardet, par exemple, qui fait partie du groupe de travail au niveau de GAMP DAR. Le guide, normalement, si on n'a pas de soucis particuliers, devrait être publié d'ici la fin de l'année. On disait au départ, probablement septembre. La révision du guide de bonne pratique sur les systèmes utilisés en environnement GCP et pour les tests cliniques qui vient d'être publié. Donc maintenant, le prochain guide qui devrait sortir, ce serait le guide IA. Et indépendamment des guides IA, puisque je vous parlais de Pharmaceutical Engineering précédemment, il y a depuis 4 ans beaucoup d'articles dans Pharmaceutical Engineering qui ont trait à l'intelligence artificielle et à la manière de mettre en place une intelligence artificielle conforme et validable. Donc, indépendamment du guide, vous avez déjà beaucoup de littérature. On en a déjà parlé lors du webinaire du 7 juin.
sur intelligence artificielle. On aura l'occasion d'en reparler à nouveau dans le webinaire de fin septembre. Il y a beaucoup de littérature qui existe, et puis j'oserais presque même dire, il y a presque trop de littérature qui existe pour des néophytes, parce qu'on ne sait plus où regarder tellement il y a de choses qui se passent en ce moment. Nous avons maintenant une question d'Audrey qui souhaite savoir si l'ISPE participe à la révision de l'annexe 11 des GMP prévue pour 2026. Donc en fait, tu as déjà répondu Yves, et à savoir est-ce que l'annexe 11 sera vraiment pour 2026 ou pas du coup. Je ne suis pas une piti, donc je ne sais pas lire l'avenir. Oui, je suis évidemment le sujet de la révision de l'annexe 11 et du chapitre 4 de manière très précise, très attentive, parce que ça va avoir un énorme impact sur beaucoup de choses que l'on fait aujourd'hui ou que l'on fera demain. Est-ce qu'on y arrivera à tenir les dates? Vous savez qu'il y a eu des élections européennes au mois de juin, donc on a une nouvelle commission. L'ancienne commission avait un peu mis la pression sur les personnes impliquées dans la révision de l'annexe 11 pour que le draft sorte absolument au 4e trimestre de cette année. Je ne sais pas quelles seront les priorités de la nouvelle commission, puisqu'elle est en cours de constitution en ce moment. Si je discute avec les personnes directement impliquées dans la révision de l'annexe 11, ils aimeraient bien avoir un peu plus de temps que la fin de l'année pour affiner le draft. Comme dit, je ne suis pas une piti, je ne sais pas lire l'avenir. On peut partir du principe qu'il se passera quelque chose d'ici 2026. Est-ce qu'on aura la version finale qui sera promulguée en 2026? Là, il faut lire dans le mar de café. Une question sur les webcafés qui nous est proposée par Xavier. Xavier qui souhaite savoir quel est l'intérêt de l'ISPE Webcafé. Donc c'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et quel point traiterez-vous? L'intérêt, c'est indépendamment des événements ISPE France et GAMP francophone qui ont lieu, on va dire, tous les 3 mois ou tous les 4 mois, c'est de pouvoir maintenir le lien de manière autre que simplement par écrit avec des publications sur des groupes de discussion ou sur la page d'ISPE France sur LinkedIn. Donc, c'est de vous encourager à avoir plus d'interaction avec nous et puis de vous tenir au courant de ce qui se passe. Le format des webcafés est tout nouveau, hein. Quentin vous l'a mentionné tout à l'heure. Le premier webcafé, il date du mois de mars. Et le premier webcafé était justement destiné à présenter le concept des webcafés. C'est Quentin et Jean-François qui ont fait ça à l'époque. Et entre-temps, on essaye de tenir un rythme qui est un peu ambitieux parce qu'une fois par mois, c'est déjà beaucoup de travail pour tous ceux qui sont impliqués. Mais c'est de vous tenir au courant et de vous montrer qu'une association, c'est pas simplement des noms sur un site web ou des noms sur une page LinkedIn. Ce sont aussi des gens qui travaillent, qui ont des idées, qui sont prêts à partager leurs expériences et qui, normalement, sont prêts à répondre à vos questions. Donc voilà l'intérêt de ces webcafés. Tout à fait. Et les points que nous traitons à travers des webcafés, en fait, ce sont les points qui sont suggérés par nos auditeurs. Et notamment, nous avons eu à faire les screenshots, qui a été un sujet vraiment d'actualité, savoir quand est-ce qu'on les utilisait ou pas. Et là, il y a des choses qui se passent effectivement sur l'intelligence artificielle. Et donc voilà, donc ces sujets-là sont repris. C'est vous qui faites les points que nous traitons en webcafé, en fait. Et puisque Lionel parlait du sujet des screenshots, qui correspond évidemment à une demande de beaucoup de monde dans l'industrie, quand j'ai préparé la présentation, que vous pouvez télécharger, hein, vous trouvez le lien sur le canal YouTube de l'ISPE, l'avantage de cette présentation, c'est que vous avez aussi un outil pour argumenter avec vos assurances qualité, avec vos auditeurs et avec vos inspecteurs. C'est-à-dire que quand j'ai écrit cette présentation-là, l'idée chez moi était d'être non seulement intéressant pour ceux qui allaient écouter le webcafé, mais de leur donner des munitions pour faire évoluer les pratiques, même au niveau des inspecteurs. Et je sais que les inspecteurs avec qui j'ai contact régulièrement n'ont pas trouvé de choses à redire sur la présentation que j'ai faite. Donc, utilisez-la aussi pour ça. Une question de Nathalie concernant l'ingénierie et la réglementation, c'est de savoir s'il est d'actualité pour les autorités réglementaires pharmaceutiques d'intégrer dans la réglementation de la fabrication des médicaments les problématiques d'économie d'énergie, eau, électricité, etc., et de réduction des déchets. Nathalie pouvait pas mieux faire le pont avec l'événement du 19 septembre à Aramon chez Sanofi.
Parce que pourquoi avons-nous organisé une conférence d'une journée ou d'une journée et demie avec la visite de site sur l'éco-responsabilité? C'est parce qu'il y a eu des évolutions réglementaires au niveau européen. Et là, en l'occurrence, ce ne sont pas des évolutions réglementaires pharmaceutiques, ce sont des évolutions réglementaires au niveau écologie et industrie, avec l'obligation pour les entreprises à partir d'une certaine taille de publier chaque année un rapport de durabilité de l'entreprise et des process de l'entreprise. Et ben, ça s'improvise pas. Il faut comprendre, il faut lire la réglementation, il faut la comprendre, il faut voir quels sont les indicateurs qui vont être pris en compte par les autorités. Il faut avoir évidemment toute l'organisation interne de reporting pour pouvoir générer ces indicateurs-là, parce qu'évidemment qu'on ne va pas fournir des chiffres au doigt mouillé, il faut pouvoir les justifier. Il faut que ce soit un rationnel qui soit derrière ces chiffres. Et ça a été une des raisons pour laquelle nous avons décidé d'organiser cette journée éco-responsabilité. C'est parce que ça va bien au-delà de seuls aspects pharmaceutiques, ça remet beaucoup de choses en compte et en question. Eh bien, merci. Merci à toutes et tous de nous avoir partagé vos questions, qui a été source effectivement de beaucoup de communication. On va pouvoir te retourner la main, du coup, Quentin. On avait voulu faire pour un petit peu marquer le fait que c'est un web café qu'on a fait en août, un petit fond estival pour se changer un peu les idées. Donc c'est ce qui explique les différents fonds des intervenants et la présentation qu'on a un tout petit peu changée. Bon, moi ça a l'air d'être tout bon. Bah sur ce, merci tout le monde. Passez un bon après-midi, bon week-end. Pour ceux dont c'est pas encore fait, de très bonnes vacances. Et puis on vous dit à très bientôt. Salut tout le monde. Merci et bonnes vacances. Au revoir.